Eh bien, merci à tous d'être venus à cette table ronde. Donc ce soir, on est particulièrement heureux d'organiser cette carte blanche à Anne Sebel, qui est ici, je vous demande de saluer, donc chef décoratrice, que nous aimons beaucoup à l'industrie, tout à la fois parce que c'est une belle personne humaine, et voilà, donc c'est une amie aussi, donc je le dis, et d'autre part une technicienne de grand talent, puisqu'elle a été elle a travaillé avec des grands réalisateurs américains, indiens. Donc Dave Benegal est venu spécialement de Bombay. Je vous prie de le saluer. Vous allez voir son film ce soir. Et donc je continue un petit peu sur Anne, mais pas trop longtemps, parce que vous allez avoir plein de choses sur elle. Mais pour dire donc que cette année, l'industrie du rêve a donc fait son édition autour de la belle ouvrage, on va dire, de l'excellence française, c'est-à-dire le Made in France, réalité ou fiction. Qu'est-ce que ça signifie la French Touch? On avait peut-être qui étaient au colloque hier, qui ont entendu ça toute la journée. Et on pensait vraiment que l'illustration, pour nous, était entre autres Anne, qui est une technicienne qui s'exporte. Mais qui aussi travaille maintenant en France. Hein, donc voilà, elle a beaucoup d'atouts et de qualités. Et donc on va commencer cette soirée par une table ronde d'1h30 qui est animée donc par Antoine Debec ici présent. Nous avons beaucoup de chance, oui, d'avoir à nos côtés donc Anthony Pratt qui est ici, qui est donc le décorateur de John Borman, qui a été un mentor de Anne, hein, il expliquera tout ça, donc qui a fait aussi les dessins pour 2001 l'Odyssée de l'espace. Un éminent producteur qui s'appelle Raphaël Benoliel, qui a produit donc Woody Allen, Clean rien du tout, donc voilà. Raphaël, jeune producteur extrêmement talentueux. Michel Amathieu, directeur de la photographie, qui a travaillé avec Dave Benegal et Anne sur Road Movie. Et je finis par Gilles Castera, qui est donc un producteur exécutif avec qui Anne a commencé, je crois. Voilà. Quelques mots pour vous dire juste, donc il y a cette table ronde pendant 1h30, ensuite on fera une demi-heure de pause, mais pendant cette pause, vous pourrez voir les photos de Dave Benegal comme une sorte d'exposition numérique. Et nous avons une petite surprise, c'est-à-dire que nous avons un court-métrage qui est venu se glisser dans la programmation avant la projection de Road Movie, qui est projetée en version sous-titrée anglais. Voilà, je le dis, mais bon, tout à fait compréhensible, sans souci. Donc de 20h à 22h, du cinéma, et après on boira tous ensemble, voilà, en l'honneur du cinéma, de l'Inde, de l'Angleterre, des États-Unis, puis quand même de la France, quoi. Quelques mots pour remercier le Forum des images pour son accueil, les partenaires de l'industrie du rêve, donc en premier lieu la région Île-de-France, et je tiens à saluer la présence fidèle d'Olivier René Veillon, qui dirige la commission du film qui est ici. Le CNC, le département de l'Essonne, ils ne sont pas encore ici, mais ils viendront plus tard, et du Val-de-Marne, qui nous ont aussi aidés. Et voilà, toutes les associations professionnelles de techniciens. Je vois Pascal, c'est une fidèle du festival, monteuse de Catherine Breillat, je te salue. Et merci à vous, public, hein, de nous suivre depuis tant d'années. Voilà, je laisse la parole à Antoine, et puis un salut à mes parents qui sont venus. Voilà. Merci Anne Bourgeois, on peut aussi applaudir. Bienvenue. On va donc parler autour de cette table ronde évidemment de Anne Sebel, puisque c'est sa carte blanche. Mais l'idée, c'était aussi peut-être d'élargir à partir de son cas et de tous les présents ici à ces liens qui sont, je pense, de plus en plus nombreux et qui questionnent le cinéma français entre pas mal de techniciens français d'aujourd'hui et des productions étrangères, entre guillemets, avec beaucoup notamment de films américains, anglais, ici indiens aussi. Donc voilà, c'est ce lien un petit peu particulier qui s'est tissé depuis quelques années entre un savoir-faire
donc ce qu'on a résumé sous le nom de French Touch, ce savoir-faire français, hein, qui ici on va prendre l'exemple d'un certain nombre de techniques qui aident à fabriquer le film, comme le décor, mais d'autres choses. On pourrait faire le même genre de rencontres autour de l'animation, autour des effets spéciaux, enfin toute une série de savoir-faire qui ont été en quelque sorte non pas récupéré par la France, mais où le savoir-faire français a une marque spécifique, une reconnaissance aussi, et cette reconnaissance passe beaucoup par le travail avec des productions étrangères qui viennent souvent, soit quand elles viennent travailler à Paris. Paris est un lieu de tournage important pour pas mal de films tous les ans étrangers. Hein. Donc il y a cet appel à ce savoir-faire français, et aussi pas mal de techniciens français qui vont travailler, et c'est vrai, par exemple dans le domaine de direction de la photographie, hein, on pourra en parler aussi, qui vont travailler à l'étranger. Donc voilà, ça va être la rencontre avec Anne, plus spécifiquement, va être l'occasion de parler de ces liens, hein, qui sont quand même maintenant relativement nombreux, entre le savoir-faire français et les productions étrangères, liens qui questionnent aussi le travail de ces techniciens avec les productions françaises. Hein, dans le cas d'Anne Sebel, c'est intéressant que finalement elle a plus travaillé avec des productions étrangères qu'avec des productions françaises, et donc voilà, ça questionne aussi les manières de travailler en France. Alors donc je n'ai pas besoin de présenter tous les intervenants, Anne Bourgeois l'a fait très bien à l'instant. Je voulais juste vous dire, pour que vous puissiez comprendre un petit peu les dessous de cette table, que chacun va être amené à parler sa langue, puisque forcément sur ce thème, nous avons demandé à des amis anglais et indiens d'être là parmi nous, mais on ne voulait pas faire une table ronde en anglais. Je pense que le savoir-faire français, c'est aussi d'une certaine manière de garder cette identité qu'est la langue française aussi, hein, même si ici tout le monde parle. Peut-être moi, je suis le moins à l'aise en anglais de tous les gens présents autour de cette table, mais quand même, évidemment, par amitié pour ceux qui sont là, je pense que c'est important. Donc Eric Collins, traducteur derrière, va en quelque sorte résumer un peu tout ce qui se dit en français et traduira pour vous les interventions en anglais. Je pense que vous parlerez anglais tous les deux. Je vais commencer par Anne Sebel. Mais c'est une question qui va ensuite, je pense, circuler parmi tous les intervenants. C'est peut-être pour qu'on comprenne bien cette situation, comme ça, de nous évoquer en quelques lignes, en quelques mots, un parcours, et ce qui t'a amené à travailler justement avec des productions étrangères. Le parcours entier ? Non, en quelques lignes. Non, en quelques lignes, j'ai commencé, comme tout le monde, comme stagiaire sur des films. Je suis architecte de formation et je suis rentrée dans le cinéma par la petite porte. Je connaissais personne, en fait, de ce métier. Et puis, très très vite, j'ai rencontré un décorateur au bar du studio de Boulogne. J'étais assistante avec d'autres décorateurs, Serge Douy, qui m'a demandé si je parlais anglais. Et c'est la raison pour laquelle je me suis retrouvée sur des productions étrangères. C'est avant tout parce que je parlais anglais, pas couramment. J'ai dit oui, mais après j'ai progressé. Et donc le film sur lequel il m'a embarqué, c'était un James Bond. Et une fois que je suis rentrée par cette petite porte sur un grand James Bond, j'ai rencontré une ensemblière anglaise qui m'a emmenée après sur un autre James Bond, et c'est devenu, comme ça a fait un peu boule de neige. Et
Et après, je m'étais dit, oh, bah, ce qui serait sympa, plutôt que de toujours partir à l'étranger sur des films, ça serait que des films américains me proposent de travailler avec eux. Et c'est là que j'ai j'ai retrouvé Gilles, avec qui j'avais déjà travaillé sur une série américaine à Nice, et qui m'a proposé une série, Sex and the City. Et à partir de ce moment-là, j'ai travaillé plusieurs années avec eux, Peninsula, sur Hereafter, Munich, Les Sopranos, plein de films américains. Et ensuite, j'ai rencontré Raphaël, qui m'a proposé plusieurs fois des films que j'ai jamais pu faire puisque j'étais pas libre. Et finalement, il m'a proposé le film de Woody Allen, et c'est comme ça que j'ai eu la chance de faire vraiment comme production designer le film de Woody, alors que à chaque fois j'étais art director, mais c'est souvent un gros travail sur les productions où il y avait un production designer. Alors, c'est court. Oui, très bien. Et qu'est-ce qui... donc, on sent le poids, disons, du hasard, de la contingence des connaissances, du réseau qui se fait peu à peu. Mais qu'est-ce qui, dans ces différents travaux que tu as mentionnés, t'a paru singulier et surtout spécifiquement, je dirais, différent de ce que tu as désormais commencé à faire avec des productions françaises? Quelles sont les choses qui t'ont marqué? Moi, ce qui m'a vraiment marqué, ce sont des personnes comme Anthony Pratt, comme Rick Carter, Ed Vero, tous ces grands production designers américains ou anglais avec qui j'ai travaillé, qui m'ont en fait passé tout leur savoir. Et ce qui est formidable avec eux, c'est qu'ils sont vraiment généreux. Et même après, maintenant que j'ai passé que je suis j'ai le même titre qu'eux, ils continuent à m'aider. Et ce que j'ai pas tout le temps trouvé ici, en France, c'est un peu vraiment des mentors. Pardon. Ça, c'est une chose. Ensuite, il y a une manière de travailler différente. J'arrive pas à me l'expliquer et vraiment à comprendre, mais je le sens. Là, je suis sur une production française. Il y a aucun souci, mais il y a une manière différente d'aborder les choses. J'ai l'impression que c'est plus cloisonné. Chacun a une place bien précise sur les films anglo-saxons. Et en France, j'ai un peu l'impression que tout le monde se mêle un peu de tout. C'est ce que je ressens, mais en même temps, c'est pas un problème. C'est juste qu'il faut que je m'ajuste un tout petit peu sur une manière de fonctionner différente. Alors, pour peut-être illustrer un petit peu ton travail, avant de continuer la table ronde et de faire circuler la parole, comme ça, on va montrer un petit film qui illustre justement tes différents travaux. Ce serait peut-être bien que tu dises peut-être 2 mots sur ce film avant qu'on le voit, ou après qu'on l'ait vu, comme tu aimes mieux. Le CV, là En fait, à l'industrie du rêve, j'ai rencontré un jour, Anne m'a demandé on va dire à l'arrache, de remplacer une décoratrice qui avait la grippe A, et je me suis retrouvée face à 300 personnes sur une table comme ça à parler, le trouillomètre à 0. Et il y avait une femme dans l'assistante qui me regardait, et j'ai eu l'impression de la reconnaître. On s'est souri, elle m'a vraiment mis en confiance, et puis je lui ai parlé après, je la connaissais pas en fait. Et cette femme m'a donné sa carte, et un an ou 2 après, elle m'a appelé en me disant, voilà, je fais un court-métrage, mon premier court-métrage, avec un comédien qui fait son premier court-métrage. Est-ce que tu voudrais bien faire ton premier film français, pratiquement, puisque j'en avais pas. Et donc, Aruna Lipschitz et V de l'âme m'ont offert ce CV animé. Et nous avons fait un court-métrage que j'avais envie de présenter avant le long-métrage d'Ève, parce qu'autrefois, il y avait toujours un petit court-métrage avant un long-métrage, et je trouvais que c'était sympa de le montrer. Donc, voilà. Je voulais poser une question à Anthony Pratt, puisque Anne a mentionné l'importance que vous avez eue. D'abord, peut-être comment est-ce que vous
vous avez rencontré Anne? Est-ce que vous pouvez rappeler un petit peu les circonstances? Et puis, qu'est-ce que vous lui avez appris? Elle a dit que vous lui aviez appris énormément de choses. Well, I don't know I taught her anything, but the reason I met her was because I was getting in big trouble, and she saved my life 1,000 times. Donc il pense qu'il ne lui a rien appris, mais en revanche il l'a rencontrée et elle lui a sauvé la vie 1000 fois. And I can't really add to that, I think, except I'm very glad she's done so well with this fantastic career now, and it's wonderful to see her in this position she is now. Et que au début c'est elle qui l'a aidé et qu'il est très content de la carrière qu'elle a et de toutes les choses merveilleuses qu'elle a faites. And I think probably she taught me more than I taught her. Et il a plus retiré lui comme apprentissage de sa part à elle que lui apprendre à elle quelque chose. And it's a great pleasure and honor for me to be invited to this evening for her tonight, and I'm very glad to be here and to be part of it, and I wish her all the best for the future. Et donc c'est un grand plaisir, un grand honneur pour lui d'être ici et lui souhaite plein de choses pour l'avenir. Moi, je peux dire quelque chose sur Anthony. C'est que c'est la personne qui m'a le plus impressionnée, la manière dont il dessinait. Et quand j'étais dans son bureau et que je le voyais en quelques heures faire une magnifique peinture avec tous ces pantônes là, sur sa planche à dessin, j'étais... je me disais jamais j'y arriverai. Et puis j'ai poussé, ça m'a tellement impressionné qu'il avait une table à dessin qu'il avait achetée en Angleterre portable et que j'ai racheté cette table à la fin du film et qu'on l'a toujours, elle est dans notre bureau aujourd'hui pour faire le film français. Je me suis dit que ça me porterait chance. Donc les décors qu'on a vus là dans le petit film, ils ont tous été faits presque sur la table de dessin d'Anthony Pratt. Une sorte d'empreinte comme ça, fondatrice. Quelqu'un qui a été aussi très important, tu l'as dit, pour toi, c'est Gilles Castéra. Désolé de... Voilà. Peut-être un peu la même question, c'est-à-dire comment est-ce que vous en êtes venu à travailler avec beaucoup de productions étrangères. Qu'est-ce qui a déterminé ça peut-être dans votre formation, dans votre parcours et aussi la rencontre avec Anne? Bonsoir. C'est encore une très longue histoire là. C'est beaucoup de hasard, beaucoup de passion, beaucoup d'envie. Anne, on s'est rencontrés il y a 91, c'est ça? Bon. J'étais 12e régisseur, je pense. Anne était 25e assistante décoratrice. Voilà, on a travaillé ensemble. On a trouvé que c'était... Oh là là, c'était une série qui s'appelait... non, ça s'appelait Fly by Night. C'était un truc canadien. C'était la grande mode des séries qui se tournaient en 5 jours avec un rythme d'enfer où on faisait à peu près 10 minutes utiles par jour. Donc un épisode, c'était une semaine. C'était incroyable. Donc c'était rock'n'roll. Ça se tournait où? À Nice. Nice et région, voilà. Et puis des années plus tard, nos chemins se sont... je crois qu'Anne vivait à Malte à cette époque. Voilà, moi je faisais des allers-retours entre Paris et Nice. Et voilà, le hasard a fait que des films se sont présentés, on a répondu à la demande. Alors, bon, il y a une chose qui m'étonne un peu, c'est que vous avez parlé tout à l'heure du French Touch. Qu'est-ce que c'est? Parce que là, on va parler de nous, on s'en fout, quoi. Les gens s'en foutent, comment vous étiez arrivés. J'ai payé quelqu'un, j'ai couché avec une productrice. On peut y aller, mais je pense que ça intéressera personne. Bon, donc, quels sont nos points forts, si on veut aller là-dedans, et
qu'est-ce qu'on peut ramener quand, par exemple, on présente Anne sur un projet? Il faut savoir déjà que le monde américain utilise toujours Londres comme plateforme tournante pour aller tourner leurs films dans le monde entier. Ce qui veut dire que, quelle que soit la production américaine, essentiellement, qui veut tourner en France, par exemple, elle passera par l'Angleterre. Les Anglais, malgré, avec tout le respect que je dois à Anthony, with all my respect, sont très chauvins et ont beaucoup de mal à partager. D'ailleurs, on va régler notre problème samedi prochain à Twickenham, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, par la force des choses, bien souvent, venant nous visiter à Paris pour des décors français, parisiens, ou les merveilles géographiques que nous avons en France, qu'on exploite de moins en moins, c'est dommage. Mais ça, c'est malheureusement les jeux des crédits d'impôt qui fait que les tournages en France, en Dordogne, dans la vallée du Lot, Borg-les-Orgues, le site de Saint-Nazaire, qui sont des richesses réellement géographiques chez nous, sont plus exploités parce que, hélas, on va à l'essentiel, et l'essentiel, la France égale Paris. Voilà. Bon, donc, on en a un peu marre de faire les guides touristiques, Triomphe, l'Arc de Triomphe, les Champs-Élysées, Jardin des Tuileries, bon, bref. On a réussi quand même sur une série il n'y a pas longtemps, quand même, à les amener au marché à Ligre. Alors, c'était la série Gossip Girl, avec à peu près une cinquantaine de petites frappes qui traînent dans le quartier et qui font chier tout le monde. Et là, ils ont vu 300 petites minettes qui arrivaient de partout. Ça a été notre plus grande joie. On a créé un trouble dans le quartier, on s'est dit « Yes !» Donc, il arrive qu'effectivement, ils aient besoin de nous pour venir tourner ces projets. Besoin de nous, dans un premier temps, au départ, parce que c'est un souci économique, de faire voyager des techniciens étrangers en quantité pour venir faire un boulot de chef décorateur, ingénieur du son, etc. Et d'un autre côté, on essaye de leur prouver par A plus B que nous avons des ressources techniques qui leur permettent de s'appuyer sur nos connaissances. Alors bien sûr, il y a de la suspicion, ça peut aller même jusqu'au chef, l'ingénieur du son, on se dit mais est-ce qu'il va comprendre un dialogue en new-yorkais, dans un truc à moitié slang, etc. Oui, il y en a. Les chefs opérateurs, pareil. C'est-à-dire mais est-ce qu'il va respecter la tonalité de l'épisode? Oui, il y en a, et Michel en est un parfait exemple. Donc à partir de là, pour ceux qui ne connaissent pas et qui viennent vivre une aventure en France, avec une équipe extrêmement réduite étrangère, c'est en arrivant ici que du bonheur. Pourquoi? Parce que, premièrement, nous, on est extrêmement heureux de travailler pour eux. C'est-à-dire qu'on se dit, tiens, on va faire un truc qui sort un peu de l'ordinaire, et il y a une espèce de jubilation à essayer par tous les moyens de leur faire plaisir. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a le gap culturel entre eux et nous, qui fait qu'une relation de respect et d'écoute s'installe. C'est moins la pagaille que sur un film français, où effectivement tout le monde se mêle de tout, un peu. Et donc, ce respect instaure une prise de conscience de comment aller au plus efficace, au plus rapide, avec le maximum de retour. Ça arrive autant sur des petits films que sur des gros films. Toutes les personnes qui ont participé à un tournage étranger ont ressenti cette espèce de vibration qui s'installe, qui est que il y a une urgence, il y a un respect, et puis il faut dire les choses aussi, on fait du cinéma. C'est-à-dire quand on reçoit Scorsese, quand on reçoit Clint Eastwood, quand on reçoit... il y a un truc qui plane quand même au-dessus du film, qui est puissant, comme Anne avec Woody Allen. On a affaire à des cinéastes qui sont... Mais il y en a d'autres aussi. Quand on a fait la série Sex and the City, c'était Tim Van Patten. Voilà. Metteur en scène extraordinaire, technicien hors pair. Ces gens-là sont d'un professionnalisme à vous couper le souffle. Ils sont là 2 heures avant, ils savent exactement ce qu'ils vont faire, il y a une espèce d'urgence, et c'est très très plaisant de travailler dans des conditions comme ça. Et puis on les fait rire.
tout simplement aussi. C'est que ils sont amusés de voir la manière dont on fait les choses. On est les rois du système D en France. C'est-à-dire qu'on bricole des trucs, on arrive à mettre en place des choses et ils se disent mais non mais ça va vraiment marcher leur truc là? Et ça marche. Et donc du coup, pour une économie bien souvent inférieure à la leur, on arrive à réaliser la même chose en y ajoutant cette pointe de fantaisie et de un petit peu de magie qui nous amuse parce qu'on espère le revendiquer et qui, pour eux, Paris is Paris. Et ça leur fait très très plaisir de s'immerger complètement. On a un producteur qui s'appelait Michael Patrick King, qui nous dit, ils font chier, tous les mecs qui viennent tourner à Paris, ils font toujours un plan de la Tour Eiffel et tout ça, etc. Je dis, écoute, je te parie que tu finis pas cette série et que tu pars de Paris sans me tourner un plan de la Tour Eiffel. Et il me dit, d'accord. Je dis, il revient me voir 2 jours après, il me dit, mais qu'est-ce que ça serait le moyen élégant de tourner la Tour Eiffel sans que ça soit cliché? Je dis, bah, écoute, il y a des millions de solutions. Tu peux la voir en reflet dans la Seine, tu peux la voir en reflet sur une boutique devant le Plaza Athénée, tu peux passer devant, etc. Mais pas me faire une carte postale, parce que là, c'est clair que il y a la Tour Eiffel dans la fin du film en carte postale. Donc, impossible de résister, quoi. Et ça, c'est comme ça, mais bon, voilà, je sais pas, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Est-ce que Raphaël Benoliel peut peut-être compléter, rajouter des choses aussi sur son expérience personnelle et sur ce rapport comme ça qui est à la fois assez... c'est un rapport de nécessité, hein, ils ont besoin de vous et en même temps, vous leur amenez quelque chose de spécifique. Est-ce qu'on pourrait définir ce que vous leur amenez justement notamment à ces productions américaines? C'est difficile à dire. Je crois que Gilles a tout dit, c'est ça le problème. Je ne sais pas ce qu'on leur amène par rapport ou la différence qu'il pourrait y avoir vraiment entre une production française ou anglo-saxonne, puisque j'ai rarement travaillé sur des films français. Je viens juste d'en faire un, mais c'était à New York, donc c'était un cas un peu à part. Mais je crois que la grosse différence pour nous, là c'est plus dans le cadre de la production, en tout cas ce que je ressens, pour avoir fait un petit peu les deux, c'est, je pense que quand on aborde un film côté production anglo-saxon, on a un budget, on a peut-être du mal à réunir les moyens, mais une fois qu'ils sont là, on doit le dépenser et on doit le dépenser à l'écran. Alors que j'ai l'impression que sur les films français, la différence c'est que le producteur exécutif aura toujours tendance à essayer de faire des économies. Et donc, c'est pas du tout la même façon de travailler. C'est-à-dire que moi, je me bats pour essayer de dire oui, alors que je pense qu'en France, on se bat pour dire non. Et c'est une grosse différence. Et voilà. Et donc, je pense que les anglo-saxons, quand ils viennent et qu'ils travaillent avec des gens comme nous et qui sont formés à travailler avec eux, on a le même état d'esprit et on essaie de faire les mêmes choses. Et c'est pour ça qu'on s'entend bien. Et c'est pour ça aussi que peut-être on travaille avec d'autres personnes qui travaillent plus du système français, ils n'ont pas forcément la même réponse et ça crée des petits problèmes. Voilà, mais sinon après, Gilles a très bien résumé. Est-ce que vous pouvez essayer de l'incarner avec un exemple particulier auquel vous avez participé? Si vous me laissez 5 minutes, je peux peut-être réfléchir. Voilà, peut-être. Mais sinon, non, c'est sur tout, et on travaille avec les différents départements, que ce soit sur le film de Woody Allen, où justement on savait très bien quel était notre budget, il était restreint, donc là, dans le cadre de Woody Allen, on n'est pas passé par Londres, c'est contre-exemple de Gilles, où on a eu la chance, et d'ailleurs c'était une des raisons pour lesquelles Woody Allen est venu, et quand j'ai eu la chance de pouvoir faire un devis pour lui, je lui ai dit le seul moyen de faire ce film avec les moyens qui étaient, le budget qui était attitré au film, c'était de venir uniquement, lui il vienne seul sur le territoire français et qu'il fasse confiance à une équipe française, qui était dur au début, mais il l'a fait sans problème, et c'est pour ça que ça s'est si bien passé, et qu'on a réussi à le faire dans l'économie qu'on avait. Après, donc justement, on travaille avec Anne et on savait très bien qu'en disant si on fait ça, on ne pourra pas faire ça. Mais je pense qu'on a le même problème sur le film français. Mais disons que moi, en travaillant avec les techniciens, j'ai l'impression que j'essaye de leur dire oui au maximum, alors que j'ai eu un contre-exemple qui était le film d'ailleurs qu'on a fait avec Anthony Pratt, qui était un des premiers films, si ce n'est le premier long métrage sur lequel j'ai travaillé, et également avec Gilles. On est tous de la même famille. À Nice, qui était le film de Neil Jordan, où on a eu un producteur exécutif français qui finalement s'est greffé sur le projet
Et lui disait non à tout, c'était son attitude, parce qu'il voulait ramener de l'argent, alors que si on ramène de l'argent en fait, à la fin du film, on n'a pas bien fait son travail en tant que producteur exécutif. Hein. Je parle bien sûr que de mon travail. Et donc c'est une attitude différente. Donc après, il y a peut-être des exemples qui vont me dire au cours de la conversation, et je pourrais revenir, mais en gros, c'est vraiment, je pense que ça a l'air tout bête comme ça, mais ça fait une grosse différence après sur le terrain, je pense. Alors Michel Amathieu. M. Pratt disait qu'il a essayé de dépenser tout l'argent que le producteur mettait de côté. Voilà. Michel Amathieu, vous pouvez un petit peu ajouter quelque chose à ces... Je peux ajouter, oui, enfin déjà, j'ai pas beaucoup d'habitude de parler en public, donc je suis pas très fort, donc je vais essayer de faire au mieux. Dans ce que je pensais aussi, c'est dans ce que venait de dire Raphaël, j'ai un peu ce même sentiment, à part quelques rares exceptions, où effectivement, c'est pas la même approche en production par rapport au travail que nous on fait. Souvent, c'est vrai qu'avec, j'ai pas mal travaillé à l'étranger, je n'ai pas travaillé avec des Américains à Paris, mais je travaille avec des différents en Angleterre, au Canada, aux États-Unis un petit peu, ou en Inde. C'est vrai qu'avec des pays anglo-saxons et des producteurs anglo-saxons, en général, on cherche à dépenser l'argent pour que ça soit visible, et on travaille dans ce but-là. C'est pas tout à fait toujours le cas. Alors, il est arrivé des tournages français où ça m'est arrivé, ça n'était pas pareil, mais c'est assez rare. En général, c'est pas la tendance. Alors, peut-être que, à moins que vous vouliez rajouter, on peut peut-être prendre l'exemple du film de Dave Banagan, donc Road Movie, que vous verrez ensuite. Je voulais demander à Dave Banagan, d'abord, pourquoi est-ce qu'il a justement fait appel à des techniciens français pour son film, qui se passe en Inde, comme ça, qui est a priori très loin de nous et d'eux. Qu'est-ce qui vous a attiré chez eux? Pourquoi est-ce que vous avez été les chercher? Et d'autre part, peut-être, à travers eux, qu'est-ce que vous espérez prendre de cet esprit français, de cette French touch? Thank you everyone for coming this evening. Donc merci d'être là ce soir. So, Anne Sibel, when I saw Rush Hour 3, I knew this was the woman I wanted. Donc il savait que c'était la femme qu'il désirait quand il a vu Rush Hour 3. Alors pourquoi? And as far as Michelle goes, somebody, a young student who graduated from film school at NYU a few months ago. Donc il y a un étudiant qui est sorti de l'école de cinéma de NYU il y a quelques mois. Well, she asked me why did I choose to work with Michelle. Et qui a demandé pourquoi il avait travaillé avec Michel. So I thought I wanted to give her a very serious, thoughtful answer, but then knowing Michelle, I knew that would be the wrong thing to do. Donc il a essayé de donner une réponse profonde et réfléchie, mais il s'est dit, connaissant Michel, c'était super mauvais de faire ça. So I told her, I said, well, you know, Michel works very fast. He's fast, thus he's cheap, and he parties hard. Donc il travaille vite, pas cher, et c'est un gros fêtard. So sort of alcohol and partying and having a lot of fun was very, very essential for me. Donc le fait qu'ils boivent bien et qu'ils fassent bien la fête, c'était essentiel pour Dave. But apart from that, I think it's quite amazing to be sitting next to Anthony, because when I was very young, I saw Excalibur, and I was a great fan of John Bowman, and this one movie which for some strange reason showed in one of these huge cinemas in India. I was sitting there with very few people and watching it. And I never knew that there would be this connection with Anne, and that, you know, one day we'd be all sitting kind of together. So that's kind of interesting and wonderful. Donc il dit que c'est aussi extraordinaire pour lui ce soir d'être ici avec Monsieur Pratt, d'être assis à côté, parce que Excalibur
et d'autres films de Borman, mais surtout Excalibur, qu'il avait vu dans un immense cinéma en Inde où il y avait peu de gens, l'a beaucoup marqué. Vous m'entendez mieux? Pardon. Et que du coup, ça lui fait une des choses du destin de la vie, que par Anne, il y a eu cette chaîne qui remonte à Excalibur. Donc je ne sais pas si vous avez entendu qu'il avait vu quand il était enfant et qu'il l'a beaucoup marqué. En tout cas plus jeune, pardon. But I'm going to come to this question seriously now. My producing partner was Ross Katz, who'd done Lost in Translation. And we really had the opportunity to work with just anybody in the world. It was not a budget issue, but I was given a choice as a director to choose whoever I'd like to work with. Donc pour répondre maintenant à la question de façon plus sérieuse, son producteur ou producteur associé était Ross Katz, et il n'y avait pas de question de budget, vraiment, et ils avaient le choix de travailler avec n'importe qui dans le monde entier que Dave désirait. So it wasn't a question of, I think one of the big issues about cinema is that it's always defined by nationality. So it's always a French film or an Indian film or an American film. Whereas you don't necessarily have that in art. You don't sort of look at a painter or a sculptor. You just look at their work and you see what they're doing. And nationality becomes secondary. It's the work that they're doing which is the first thing that you kind of see and you respond to. Donc il dit qu'une des questions, voire des problèmes, c'est que le cinéma est souvent défini par nationalité, film anglais, français, italien, etc. Alors que dans d'autres arts, même si on sait que c'est une peinture faite par un Français, on peut regarder l'œuvre en elle-même sans se dire ça c'est un tableau français ou ça c'est une sculpture comme ça, et que ça passe au-delà de la nationalité, ce qui n'est pas tout à fait le cas en cinéma, et ça devrait l'être. And I grew up in a world where there was a lot of movies, a lot of Hollywood films, because that's what came in. And then I discovered European cinema and French cinema. So in my mind and in my heart, there was this idea that, when you say cinema, you the first thing that comes to your head is France for some reason in my mind, because that's what we associate with the idea of really pushing the envelope in cinema, exploring new kinds of ways of, what cinema means and how to tell a story. Donc, dans son expérience, sa culture cinématographique en Inde, il y avait d'abord le cinéma indien et ensuite, bien sûr, le cinéma hollywoodien qui venait beaucoup. Et après, qui s'est ouvert au cinéma d'autres pays, avec la France de façon assez forte. Et qui dit que pour lui, dans son esprit, quand on pense cinéma, il pense à cinéma français, parce qu'il trouve que c'est là où on pousse les choses le plus loin, où on expérimente le plus, où on fait le plus d'essais, de tentatives artistiques, de création. So I got a whole bunch of, DVDs and resumes and files, and the one thing I don't like is interviewing people. I just completely hate that. Donc il a cherché toute une série de CV, de DVD, d'extraits, et de toute façon, en général, il déteste faire des entretiens, interviewer les gens ou passer un entretien avec eux. And I also like to work with people over a fairly long association. And so I was really looking for people that I could sort of relate to, connect with, at a very fundamental sort of inner emotional level, and also have fun with while working. Et donc, en général, il préfère avoir des gens avec qui il travaille sur le long terme, et que donc il recherche des liens ou un rapport avec les personnes d'une façon plus profonde ou fondamentale. Et il dit aussi avec qui il y a du plaisir de travailler, qu'on puisse s'amuser. So why was it French? And why not American or English or Japanese or Korean or Australian or Indian, for example? Because there's some very, very good people working in India as well. It's got a huge, huge film industry. Donc pourquoi français et pas anglais, américain, japonais, coréen? Et aussi pourquoi pas indien, vu qu'il y a des très très bons techniciens
pour tous les différents genres en Inde, vu qu'il y a une énorme industrie du cinéma? Because I spoke to them on the phone first. I had, I think, a longish phone conversation where we were just talking about, different things. I asked Michel what he drinks. That was the first thing. Donc il disait qu'il y a eu d'abord des grandes conversations téléphoniques et demandant à Michel qu'est-ce que tu bois. And I think for me, what was important was that I wanted to work with a team because we were collaborating very closely on this, to find something which was authentic and very real, and also at the same time to find a poetry in what we were doing. So it was the authentic and the poetic. Il voulait trouver avoir un rendu de travail qui soit à la fois réel et authentique, mais aussi poétique, et donc d'avoir une alliance de ces deux choses-là. So while this is what you're going to see a road movie, but it's also not a road movie, and it was kind of an exploration of what a road movie might mean if you took that American genre and you transposed it into India. Donc ce que vous allez voir est un road movie, un film de voyage comme le genre américain, mais ce n'en est pas un aussi. Et c'est un peu l'idée, si on prend l'idée de ce genre et qu'on le transpose en Inde. So it wasn't just about looking at things differently, it wasn't about, budget or costs or efficiency, but it was really about that poetry. And I think the authenticity in poetry for me is equal to cinema. Et donc c'était vraiment un choix de ces collaborateurs français, non pas pour des raisons de budget ou du travail qu'ils font pour l'enveloppe budgétaire qu'il y a, mais vraiment pour cette double chose qui est pour lui la définition du cinéma, qui est poésie et réalisme. And finally, I think all three of us are completely crazy. That's why we work so well together. Et qui pense que fondamentalement, les trois sont complètement barges et que c'est pour ça qu'ils travaillent bien ensemble. Merci beaucoup. Peut-être qu'on peut se mettre de l'autre côté de la barrière, en quelque sorte, et d'avoir le point de vue de vous, donc Anne et Michel, qui recevez ce long coup de fil et qui allez en Inde pour tourner ce film. Quelle a été un peu votre réaction, votre sentiment? Et puis, la découverte là-bas d'une autre manière de travailler, j'imagine, et puis d'un autre cinéma. Et qu'est-ce que peut-être vous avez amené puisque c'est un petit peu ça qui nous réunit, de spécifiquement français? Est-ce que cette manière d'être de travail, il y avait deux définitions de la French Touch en fait qui a été entendue: travailler vite, je crois vite, pas cher et en faisant la fête. Est-ce que ça c'est une définition de la French Touch, ou est-ce que l'autre définition, le réalisme et la poésie maintenus ensemble, est-ce que c'est difficile. Moi, j'ai reçu le coup de fil du producteur. J'étais sur un film complètement différent, G.I. Joe, film de garçon. Très baston à Paris, voilà. La Tour Eiffel s'effondre. À Paris, tourné à Prague, où on faisait péter des bagnoles dans tous les sens. Et c'était très instructif pour apprendre le métier, mais j'ai reçu ce coup de fil et on me propose, Ross Katz me dit, ou Ferbrégé me dit, je sais que tu aimes l'Inde, j'ai un film à te proposer comme chef d'écho. Et alors là, ça fait gling-gling, et il m'a dit, il faut que tu lis et tu appelles Dev Benegal. Donc j'ai appelé Dev, et justement, dans la conversation avec Dev, j'ai ressenti plein de points communs. En lisant le scénario, j'ai décelé aussi tout ce dont il parle, cette poésie, et j'ai vu ce qu'on pouvait en faire. Et à partir de ce moment-là, je me suis immergée dans l'Inde en me regardant un film Bollywood tous les soirs.
Et toute la journée, je faisais péter des bagnoles et tous les soirs. Et après, je suis partie, comme Michel, un peu avant Michel, à l'aventure. Et je me suis immergée totalement dans Bombay avec une assistante qui m'a emmenée dans tous les petits coins. Et pour m'imprégner de la culture indienne et pour pouvoir faire un film totalement indien avec ce qui était écrit dans le scénario, un dhaba. Pour moi, c'était un mystère. En fait, c'est un bar dans le désert où les conducteurs de camions s'arrêtent. Il fallait que je recrée ça. Il fallait que je crée une manufacture de comment on appelle ça, d'huile pour les cheveux. Pour moi, ma vision de ça, c'était l'énorme usine comme on a ici. Quand je suis allée voir les fabriques d'huile pour les cheveux, c'était un placard de 3 mètres par 3 avec des trucs qui dégoulinaient, un truc hallucinant. Donc je me suis imprégnée de toute une culture, et je crois que après, avec Michel, on a travaillé énormément sur tout ce qui était artistique, couleur, matière, pour donner au film justement ce dont parle Dave, de réalisme et en même temps de poésie. Et je crois que ma culture française et tout ce que je portais en moi mélangé à leur culture et mon regard sur leur culture a fait un film qui ce qui est là, c'est un mélange des deux. C'est-à-dire que je me suis ajustée, mais en même temps, je crois que j'ai apporté des choses qui venaient de France, quoi, de ma culture. J'ai vraiment apprécié le trio. C'est vrai qu'ils ont fait beaucoup la fête, mais un peu tous les deux et sans moi. Parce qu'en Inde, oui... Non, ils sont des coquins. Voilà. Et non, mais ils sont assez machos en Inde. Et voilà, je passe la parole au fêtard. Alors, je sais pas, c'est une grosse balance ce soir, c'est bien. Moi, j'aime bien m'amuser, mais c'est un peu réducteur, mais bon, c'est pas grave. Sinon, moi, j'ai pas eu, pareil, je suis arrivé pas par Dave, mais plus par Ross Katz et Fred Berger, qui avaient vu un film avant, qui m'avaient proposé un autre projet, puis ça n'avait pas fonctionné. Et ils m'ont reproposé celui-là, en me parlant de Anne, que je ne connaissais pas du tout. Donc, avec Anne, on s'est rencontrés à Bombay, je crois, ou directement à Rajasthan, je ne me rappelle plus. Donc voilà, c'est vrai qu'après, on a eu cette discussion, je ne me rappelle pas qu'elle était si longue, ou peut-être je n'ai pas tout suivi, avec Dave au téléphone. Mais non, c'était bien, on avait envie de faire ça. Moi, j'aimais bien partir à l'étranger, comme j'avais fait des films parfois un peu difficiles comme ça, en Inde ou en Afrique du Sud, ou voilà, dans des endroits. C'est toujours intéressant d'avoir ces expériences où on part... pas avec une équipe française, plus avec des gens locaux. Donc moi, j'aime bien ça. Voilà. Et donc, voilà, dans les gens non locaux, il y avait Anne qui venait de France. Donc, on s'est découvert là-bas et on a préparé vraiment ensemble ce qu'on peut appeler l'image du film, les couleurs, ce travail. On l'a vraiment fait. Dave ne venait pas trop avec nous parce qu'il faisait très chaud, donc il nous rejoignait un peu quand on avait fini. Mais voilà, non, sinon non, c'était assez court. C'est une blague, ouais. Donc on suivait un peu sa ligne en réalité, on travaillait comme d'habitude. On a vraiment avancé tous les trois pour faire la ligne esthétique du film. Et c'est vrai que je trouvais intéressant ce travail que j'avais découvert un peu à Londres, comme ça, pour de préparer un film en travaillant beaucoup avec la déco. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'aime bien essayer de faire. Voilà. Et est-ce que vous avez senti apporter quelque chose de spécifiquement français à ce projet? Comment est-ce que vous définiriez ça? Non, je sais pas trop ce que... Non, j'ai pas l'impression que... Non, je sais pas ce que c'est. French Touch, je sais pas. Il faudra m'expliquer. Non. Non, ce que j'ai aimé... Non, j'aime bien effectivement les tournages un peu originaux, pas forcément réalistes. Le film s'appelle Road Movie, ça pourrait être réaliste, et en fin de compte,
non, ça ne l'est pas, et c'est ce que j'aimais bien. Et je retrouvais des choses comme je pouvais faire en toute liberté, comme en Serbie, avec Kusturica ou avec Ken Kounen dans le passé, où tout est. On n'a pas de limite d'image. Dave nous a donné des directions, on lui proposait des choses, que ce soit de couleurs ou de décors, enfin tout ce dont on avait envie entre la nuit et le jour. Et il suivait ou pas, enfin en général il suivait ce qu'on avait proposé avec Anne. Donc ça, moi j'aime bien travailler dans ce système un peu de liberté où on propose des choses à un réalisateur et on peut, ce n'est pas très réaliste avec une image dite naturelle ou des choses comme ça. Il y a un autre film, vous êtes plusieurs à avoir travaillé dessus, c'est le film de Woody Allen, hein, Midnight in Paris. Peut-être que tu peux là aussi raconter un petit peu comment ça s'est passé, ce contact avec Woody Allen, et comment on travaille avec Woody Allen à Paris et à Rome. Comment est-ce que ça se passe? Comment ça se passe? Moi, j'ai une profonde admiration pour Woody, donc j'ai toujours été très, timide vis-à-vis de lui. Mais en même temps, après 2 films, à la fin, j'ai réussi un petit peu à passer ce cap du respect. Mais avec lui, c'était assez particulier. Raphaël, grâce à Raphaël, j'ai pu accéder au casting de ce film et j'ai la chance de l'avoir. Et à partir de ce moment-là, en fait, je l'ai vu très peu. Je l'ai vu 1 heure à New York parce que j'ai été justement voir Road Movie au festival de Tribeca. Donc je lui ai dit, est-ce que je peux venir vous voir en même temps? Donc on avait déjà un peu préparé, fait des repérages, puisque j'avais des instructions très précises, pas de studio, un budget très précis, pas d'effets spéciaux, pas de post-prod et tout ça. Donc on avait fait des repérages avec Antonin Depardieu, qui n'est pas là malheureusement, parce qu'il a beaucoup participé au succès de ce film aussi, parce que le repéreur est essentiel dans des films où on ne peut pas tourner en studio. Et je suis allée lui montrer des photos pour le sonder un peu dans son bureau, qui est une espèce de pièce complètement fermée, sans fenêtre, avec un monsieur, on m'avait prévenu, on m'avait dit, mets-toi bien à sa gauche parce qu'il n'entend pas de l'oreille droite, et t'étonne pas si au bout d'une demi-heure, il te demande comment tu t'appelles. C'est exactement ce qui s'est passé. Et en même temps, il disait, it's promising, it's promising, it's promising, et quand je suis partie, j'avais des éléments. Donc j'ai refait la même chose c'était en avril, je crois. J'ai fait ça à Cannes après. Je lui ai dit, est-ce que je peux venir avec d'autres choses? Je l'ai revu une demi-heure, avec Raphaël était là aussi. Et après, j'ai travaillé dans mon coin avec toute notre équipe. On a fait des propositions et il est arrivé 3 semaines avant le tournage et on a fait des repérages. Et on a vendu nos propositions en espérant qu'il aime. Et ça s'est très bien passé. Mais après, à chaque fois, j'ai présenté des choses. Mais il n'y a jamais eu, on s'est jamais assis en se disant, ben voilà, je voudrais que vous fassiez ci, ça. Il m'a donné une totale carte blanche avec une seule phrase après mon email où je lui avais expliqué ce que j'avais ressenti. Il m'a donné 2-3 phrases, mais sans m'imposer quoi que ce soit. Et c'était la même chose à Rome. Moi, j'étais extrêmement flattée qu'il me redemande de venir sur son film, alors que je ne connaissais pas Rome, lui non plus d'ailleurs. Il a dit qu'il s'en fichait et qu'il aimait bien la façon dont je travaillais et qu'on allait faire un film ensemble. Et j'ai reparti, j'ai refait mes repérages en scooter. Quand il est arrivé, je lui ai proposé. Mais là, il a commencé un petit peu à s'ouvrir. Je lui disais, mais vous aimez? Parce qu'il disait rien, en fait. Et puis, il me regardait comme ça, il me disait, bah, bien sûr. Et tout le temps comme ça. Et en fait, j'ai appris que quand il disait rien, c'est qu'il aimait. S'il aimait pas, il allait le dire. Et il allait pinailler sur un truc, genre un garage qu'il voulait absolument, comme en Amérique, qu'on trouvait pas. Et puis, après, des petits mots comme ça, vous m'avez gâté. Mais c'est vraiment quelqu'un qui communique pas tant que ça. De temps en temps, il a des pointes d'humour qui sortent de nulle part. Il est extrêmement drôle. Mais voilà ma relation avec Woody. Raphaël? C'est à peu près identique. Pour résumer, en fait, il fait confiance. Donc, à partir du moment où il a choisi quelqu'un, c'est plus vraiment son secteur, que ce soit les décors ou la lumière. Et après, il se concentre sur ses comédiens, qu'il ne connaît pas non plus.
et qui ne connaissent pas leur texte, puisqu'ils n'ont pas de scénario à l'avance. Et voilà, donc c'est assez étrange, mais ça se passe bien. Et il fait ça depuis quelques années maintenant. Et c'est sa façon de travailler. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'interaction ou d'échange. Voilà, il s'exprime quand il n'aime pas, et sinon, il arrive, il dit bonjour, et puis il tourne, et il va manger. Il va prendre des pots avec Michel après, le soir. Voilà. Mais donc, c'est très agréable, et en même temps, au départ, on se sent un petit peu perdu. Alors Anne a eu la chance de faire 2 films. Moi, je n'ai fait que Minuit à Paris. Mais voilà, l'expérience était très plaisante. En même temps, c'est vraiment agréable parce que comme il nous fait entièrement confiance, ce qui n'est pas forcément le cas sur d'autres productions où il y a des gens qui veulent garder absolument un contrôle absolu, on peut vraiment s'exprimer et c'est plutôt bien. Est-ce que, peut-être pas sur Woody Allen, mais sur d'autres expériences avec des grands cinéastes américains, quelqu'un veut Gilles Caster? Oui, alors qu'est-ce qui se voit à l'écran? C'est essentiellement les décors pour des équipes qui viennent nous visiter. Donc c'est la première vitrine de notre travail. En général, alors le monde anglo-saxon travaille de la manière suivante. Il y a un production designer qui a en dessous de lui des art directors et chaque art director organise sa petite équipe pour livrer ses décors. En France, ça marche d'une manière différente. On a un chef décorateur qui a un premier assistant décorateur et après il y a un second, etc. Mais la pyramide est beaucoup moins importante que sur un film anglo-saxon. Ce qui fait que notre problématique, quand un production designer étranger vient en France, c'est de lui proposer quelqu'un qui va être, en réalité, dans son univers à lui, un art director. Et pas quelqu'un qui soit de la même taille que lui. Parce que si Anthony vient tourner à Paris et que je lui présente Jean Rabas, Jean, il va me dire, écoute, t'es gentil, mon coco, mais moi, je préfère... Bon. Donc, à partir de là, il faut trouver un profil de technicien qui soit un petit chef déco en herbe, sans ego pour dire non, et qui, en même temps, ait toute la maîtrise de la chaîne de travail qu'ils doivent mettre en place pour réaliser ce qu'on lui demande. J'ai eu la chance donc Anne a été, quand j'ai pu avoir un pouvoir de décision sur les films comme directeur de production, m'a dit bon qu'est-ce que vous nous proposez? Donc Anne, on a fait le premier ensemble qui était donc la série Sex and the City, c'était en 2002, 2003, je sais plus, bon enfin bref. Puis Anne, on en a fait d'autres derrière. Puis bon, j'ai eu aussi la très grande joie et la très grande tristesse de perdre une amie qui était Bettina van den Steinen, qui a aussi joint un peu nos projets. Il y a un jeune garçon qui s'appelle Stéphane Crescent, qui est aussi en train de monter. Donc ce sont en fait des potentiels chefs décorateurs qui sont en fait de très bons premiers assistants déco et qui sont flattés de venir aider un production designer. J'ai rencontré des chefs décorateurs français, comme qui travaillent soit avec Besson, soit avec d'autres, qui m'ont dit « mais moi, je me serais damné pour venir travailler avec Dante Ferretti sur Hugo Cabret ». C'est-à-dire qu'il y a des icônes comme ça de production designers qui ont été oscarisés 25 fois, qui ont un style, une patte. Et notre problème, c'est effectivement la transmission. C'est-à-dire qu'on est en admiration devant ces techniciens qui ont réussi à accéder à des projets énormes avec une facture incroyable. Et bon, c'est un petit peu ce qui nous manque, c'est-à-dire d'avoir des grands projets ambitieux. Et il faut dire aussi une chose, c'est qu'en France, les décorateurs sont pas du tout à la même enseigne qu'à l'étranger. Un chef décorateur en France, c'est un technicien, il a un peu de responsabilité, mais dans l'absolu, il est 2 à 3 fois moins important qu'un chef opérateur, parce qu'on peut faire un décor sans film, on ne peut pas faire un film sans lumière. Donc les chefs op sont 3 fois plus respectés que les chefs déco, s'exportent aussi beaucoup mieux à l'étranger
que les chefs décorateurs. Bon, bien sûr, il y a toujours l'exception qui confirme la règle, mais bon, c'est des exceptions. Voilà. Par contre, ce qui les séduit quand Antoni vient, quand Dante Ferretti vient, etc., c'est que on va leur trouver on les extrait de leur univers et on apporte d'autres choses. Et bien sûr, des fois, on apporte des choses qui les surprennent. Et je pense que, comme on est quand même la deuxième puissance cinématographique dans le monde, peut-être pas au niveau volume, pardon pour Dave, parce que je sais qu'en Inde, c'est 400 films, c'est énorme. Mais au niveau visibilité des films dans le monde, nos films sont vus. Bon, donc effectivement, vous allez voir n'importe quel Américain qui est dans le business, il vous dit mais vous êtes incroyable quoi. Vous avez des scénarios, c'est juste, mais où est-ce que vous allez chercher tout ça? D'où les remakes, etc. Et aussi, quel est ce fou qui a fait la lumière sur Delicatessen? Et hop, ça donne Darius Khondji. Hop, Darius Khondji fait Seven, et Seven, ça amène d'autres choses, et d'un coup, ça fait boule de neige. Donc oui, il y a une manière d'approcher le boulot. Je demandais à un chef déco français, je disais mais comment ça se fait que quand par exemple j'ai des décors supplémentaires, parce que comparé à Raphaël, je fais des films français aussi, et bien sûr la déco c'est un carnage, c'est-à-dire que sans arrêt on rajoute des décors, et je vois cette équipe déco en souffrance en permanence en disant mais comment on va s'en sortir, et je me dis mais moi j'ai 3 décors en plus, je rajoute une ligne, je dis bon bah ça va coûter tant d'argent en plus. Mais le producteur, il n'entend pas du tout de la même manière. Il me dit qu'il se démerde, moi je ne veux pas le savoir, etc. Je dis, ben, tu ne veux pas le savoir, mais il va bien falloir qu'on tourne quelque part quand même. C'est qu'en France, les chefs déco absorbent toutes ces demandes supplémentaires. Ils l'absorbent. Quand je travaille sur un film étranger, il y a 3 décors supplémentaires, il y a tout de suite ou le production designer ou le producteur étranger qui vient me voir et me fait « How much ?» C'est-à-dire que nous, on se dit qui se démerde. Sur les films étrangers, il y a une conscience que non, effectivement, c'est pas du respect de la personne humaine, tout à fait, en se disant bon les pauvres ils vont travailler 3 heures de plus pour essayer de sortir le truc. C'est pas ça, c'est une manière d'agir. Voilà. Par contre, ça c'est pas très positif, mais ce qui leur plaît dans le côté positif, c'est, je pense, notre débrouillardise à se sortir de situations complexes avec assurance, c'est-à-dire en ayant conscience que ça va marcher, que ça fonctionne, et puis une espèce de fantaisie, un peu de détachement, c'est-à-dire que eux envisagent le boulot comme chaque journée, c'est un peu comme un marathon, c'est-à-dire que les gens arrivent, il y a le call et le wrap. Les gens arrivent, c'est à 200 à l'heure, ils finissent, ils sont à 200 à l'heure. Bon. Et nous, qu'est-ce qui se passe? Les gens arrivent plus calmes, cool, avant l'heure. Je dis, tiens, mais qu'est-ce qu'ils font là? Oui, ils arrivent une demi-heure. Pourquoi ils n'ont pas le droit? Mais non, t'inquiète pas, on va pas les payer. Ils sont juste là parce qu'ils ont envie d'arriver avant pour se mettre un peu dans le truc. Ça démarre gentiment et ça envoie. Et on arrive à faire des journées des fois plus courtes. On est limité en France par notre régulation du travail qui nous dit que c'est une journée, c'est maximum 12 heures, repas inclus, donc 11 heures effectives maximum. Et bien, eux, aux États-Unis, font leurs 10 heures de tournage et après, on ouvre le robinet pour les heures supplémentaires. J'ai vécu des journées de 18 à 20 heures de tournage par jour, mais des trucs physiquement impossible, quoi. Après j'ai compris, je me suis dit bon les types s'ils trempent le nez dans la farine, je sais pourquoi, c'est pas possible. Moi c'est caféine, nicotine, mais eux c'était autre chose. Je dis c'est pas possible. Donc, physiquement c'est pas. Je me souviens de La Momie, qui est un film que j'ai fait au Maroc, 3 mois de tournage. Il m'a fallu 2 mois. Tous les matins je me réveillais, j'étais au bord du lit, j'ai un zombie complet parce que c'était 20 heures de travail par jour. C'est énorme. Nous en France on leur fait la même chose en 10 heures. Et ils se disent, merde, on ne comprend pas pourquoi. Je dis, mais non, il n'y a pas d'heures supplémentaires, on n'a pas le droit, premièrement, donc on va mettre ce qu'il faut pour arriver à accomplir le travail dans cette fenêtre, et ça se passe très bien. Donc ça les étonne. Cette fantaisie et cet aplomb en disant, non, vous inquiétez pas, ça va marcher, vous êtes sûr, eux tremblent, nous pas du tout. Voilà. Bon, alors est-ce que c'est parce qu'on a cette culture de faire des films avec des budgets beaucoup plus réduits? Ce qu'on aime chez eux, c'est le rêve qu'ils peuvent véhiculer, parce qu'ils vont mettre les moyens
où ils vont nous donner les moyens de faire des choses assez incroyables. Donc ça, c'est plaisant, bien sûr. Nous, quand on compte 3 figurants sur un film français, on dit oh, t'es sûr, il en faut pas 1,5, non, peut-être 4. Oh, d'accord, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah, bon, vous m'en mettez 400. Vous êtes sûr? Ben oui, bon, voilà. Donc ça fait partie de leur puissance. Et de l'autre côté, on dit non, mais vous inquiétez pas, non, on va faire ça. Non, je vous rassure, on ne prend pas ça. C'est pas la peine de dépenser cet argent pour ça. On va arriver à le faire comme ça. Et là, ils se disent merde, bon, ok. Voilà. Par contre, c'est la guerre mondiale. Aujourd'hui, la guerre mondiale est déclarée au niveau des crédits d'impôt. Ça, c'est un gros problème. Donc la French Touch, c'est formidable. Mais le crédit d'impôt Touch, ça serait formidable aussi. Ça, dernière anecdote, parce que je suis bavard. Mais peut-être que vous pouvez développer sur ça. Oui, Moi, très simple. Que ça veut un dire jour, je vais dans un bureau à Hollywood, qui était... c'était à Beverly. Et c'était dans le bureau de Pat Crowley, qui est le producteur exécutif de Kathleen Kennedy et Frank Marshall. Donc les gens qui font les Bournes, qui font Jurassic Park, enfin bref, je veux dire, on est dans la Mecque du cinéma là. Et je vois une map monde sur le mur de Pat, et je l'attendais, il était un peu en retard, et j'attendais comme ça, je vois cette map monde avec plein de gommettes sur la carte. Je me dis, tiens, c'est marrant, il va peut-être partir en vacances. Je regarde, ça passe 5 minutes, et puis au bout de 10 minutes, je me lève quand même, et puis je vais regarder, puis je vois Malte, et ouais, l'Allemagne, puis je me dis, bof. Et puis, à un moment donné, il y a un flash, et je me dis, merde, putain, c'est tous les pays où il y a des crédits d'impôt. Bon, Pat arrive, donc je dis bonjour, ça va, et je dis alors bon ça va, oui, il me dit bah on finit le Bourne là, tout ça, je dis mais ça se passe bien, vous tournez où? Il me dit bah on fait un petit bout en Inde au début pour l'exotisme et tout le reste en Allemagne. Je dis waouh, il me dit bah oui c'était prévu pour la France un peu, machin, et il me dit par contre en Allemagne ils ont un tax shelter, enfin les Landers qui sont 10 fois plus puissants, donc désolé mais on a réécrit tout le scénario et on l'a tourné entièrement en Allemagne, c'était le 2. Donc, j'ai bien compris qu'aujourd'hui, les productions se fabriquent aussi avec ce paramètre économique terrible qui oblige beaucoup de cinéastes, même s'ils souhaitaient aller quelque part, à aller ailleurs. Et ce même Pat Crowley nous présente quelqu'un d'autre et il nous dit, voilà, j'ai 2 scénarios. Alors, il y en a un, ça s'appelle Rush Hour, il y en a un qui est écrit pour Barcelone et l'autre, il est écrit pour Paris. Donc, on vous file le scénar, vous le lisez cette nuit, vous revenez nous voir demain et vous essayez de nous convaincre pourquoi il faut qu'on le tourne à Paris. On a passé la nuit avec mon camarade à lire le scénario et chaque page on faisait oh là là mon Dieu, des explosions, des trucs dans tous les sens. On s'est dit mais comment on va s'en sortir? Et on est revenu vers eux en leur disant bon ben voilà, vous voulez tourner ce truc-là à déjà Barcelone-Paris, difficilement comparable, même si j'adore les tapas et la sangria, c'est pas tout à fait la même chose que vous allez vendre. La deuxième, c'est que si vous voulez vraiment le tourner, ce film, eh bien, il faudra le tourner en juillet et août, quand Paris est beaucoup plus calme qu'en période d'activité. Et on serait très curieux de savoir ce que vous avez imaginé que ça pourrait coûter. Et on veut bien, à titre de challenge, faire un comparatif. Si vous voulez, vous faites un budget en Espagne, on fait un budget chez nous, et comme ça, vous allez être serein. C'est ce qui s'est passé, et ils ont fait le film en France. Voilà, donc on peut se battre aussi, il faut juste qu'on nous donne la chance de le faire. Il y a beaucoup de fausses idées sur la France est un pays très cher. Bien sûr, on est le pays où il y a le plus de charges patronales au monde. 62%, c'est énorme. Mais on a un salaire plus bas. Donc, grosse charge, petit salaire. Je prends un camarade américain, ben, il aura plus gros salaire, moins de charge. Donc, au final, avec mon analyse, c'est qu'à 1,30, au ratio de 1 euro donne 1,30 $, on est compétitif. Mais il ne faut pas que ça passe au-dessus. Sinon, après, ça ne le devient plus du tout. Donc ça, c'est la guerre qui est déclarée. C'est cette guerre-là le jour où l'euro est venu dans nos porte-monnaies. On a pu savoir combien coûte le soleil en Croatie, combien il coûte en Espagne, combien il coûte en France. On avait la même monnaie. Donc notre savoir-faire, il s'exporte autant en Inde qu'en France, que dans d'autres pays, par des metteurs en scène qui ont cette latitude de choisir leurs artistes, enfin leurs collaborateurs pour le film. Mais d'un autre côté, venir tourner en France, effectivement, il y a encore
d'énormes réticences en se disant c'est trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher. Bon, le nombre de films où ils vont tourner à Montréal, Québec pour faire croire qu'ils sont à Paris, c'est ridicule. C'est ridicule. Voilà. D'ailleurs, je pense que Raphaël vient de faire un film où ils étaient partis pour tourner tout Paris à Montréal. Puis à un moment donné, au bout de 2 jours de repérage, les quelques techniciens un peu sensés qui étaient maîtres un peu du film ont dit bon, ben, on va arrêter ces conneries, quoi. Bon, donc maintenant on prend un avion, on va à Paris. Voilà. Donc ça arrive. Mais il y a d'autres films qui, hélas, le font. Anne a tourné G.I. Joe, c'était Paris à Prague. Steven Sommer, que je connaissais, le metteur en scène, avec qui j'avais tourné La Momie, il vient à Paris, passe 2 jours, parce qu'on avait quand même des effets spéciaux de la Tour Eiffel qui devaient cracher sur le pont de Iéna, et plus 2-3 bêtises autour, mais quand il a dit vraiment, putain, ça ressemble pas du tout. Hein. Bon, alors, est-ce qu'on pourrait tourner quelques jours chez vous? Je dis, bah, ça dépend ce que vous voulez tourner, parce que si c'est des camions qui explosent dans tous les sens, là, peut-être que dans une semaine, je peux pas faire grand-chose. Hein. Donc, bon, on a fait des choses, des passages de voitures travelées, on a essayé de sauver les meubles. Mais il a regretté. Il a dit, on a quand même fait des courses-poursuites sur les Champs-Élysées. Il a été épaté de se dire, ça marche très bien. Donc, j'ai peut-être pris la décision trop vite de tout tourner à Prague. J'aurais dû pondérer mes avis et faire un split entre ce qui était vraiment impossible à Paris et ce qu'on aurait dû tourner ici. Voilà. Merci. Si j'ai quelque chose à ajouter, non, pas vraiment. Après, c'est ça. Je pense, pour parler des crédits d'impôt, maintenant qu'on en a un en France, parce qu'on en a un, et il est plutôt bon d'ailleurs, peut-être pas aussi bon que le crédit d'impôt anglais ou autre, mais il existe. Justement, on a la chance de pouvoir participer à un autre niveau de décision, c'est-à-dire qu'on a la chance d'être en amont sur les projets, plus en amont qu'avant, et donc de pouvoir, comme l'a dit Gilles, de présenter un devis pour dire voilà, en France, ça peut coûter aussi moins cher, ce qu'on n'avait pas avant. C'est-à-dire que justement, il ne se posait plus la question, la France n'était même pas envisagée, parce que la carte dont Gilles parle, elle existe dans à peu près tous les studios américains et chez tous les directeurs financiers, parce que je l'ai vu également chez d'autres personnes. Et voilà, donc je n'ai pas un tableau aussi dramatique, puisqu'on a eu la chance de faire quelques films, et même cette année d'en ramener d'ailleurs, alors qu'ils voulaient simplement venir tourner que des plates, ou simplement une journée ou 2. Et Minuit à Paris a beaucoup aidé aux États-Unis, puisque maintenant ils se sont dit comment très très grand succès. Taken a aidé, puisqu'ils se disent comment vous avez fait ce film pour 25 millions ou autre, alors qu'eux, ils ne pourraient pas le faire. Il y a combien de films américains qui se tournent à Paris, ou qui ont un moment de tournage à Paris par an? Je ne sais pas, il faudrait peut-être demander à Olivier, il doit plus savoir la réponse que moi. À part les projets sur lesquels je travaille, on est forcément au courant des projets des copains, mais je ne peux pas vous dire, j'ai pas de chiffres particuliers. Tu as une moyenne? Non, enfin bon, je ne sais pas, je ne peux pas dire. Ça dépend des années. Ça dépend des années. Bon, là, on a eu la crise des subprimes. Ça nous a quand même filé une belle gifle parce que, bien sûr, système économique qui s'effondre, protectionnisme, tout le monde reste chez soi et ça voyage beaucoup moins. Moins besoin studios ne veulent pas aller à l'étranger. Voilà. En gros, on peut dire qu'en moyenne, on est entre 4 et 6 films qui viennent visiter la France par an. 90% c'est Paris, parce que France égale Paris, hélas. Ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans, hein, puisque j'ai souvenir avec un ami commun qui était Antoine Sabarros d'avoir fait des films en Dordogne, dans le Lot, c'était extraordinaire. Des aventures fabuleuses avec des équipes anglaises merveilleuses où réellement on faisait du super bon boulot. Et on exploitait les décors naturels. Aujourd'hui, si j'ai envie de les amener dans le Massif central, c'est waouh. On va se dire, mais laisse tomber, quoi. Ça va peut-être changer, ça, d'ailleurs. Puisque là, maintenant, le crédit d'impôt a le logement qui est inclus, on va pouvoir les faire voyager. Oui, mais bon, on peut faire un débat sur le crédit d'impôt, mais le logement, 20% sur 270 €, enfin 200 €, ça fait 20 €, quoi. Et le but, c'est d'essayer de faire travailler des techniciens français, en majorité, donc d'avoir le minimum de techniciens étrangers pour que leur économie prenne pas une plus-value énorme, tout de suite. Voilà.
Alors, il nous reste une dizaine de minutes. Je voulais peut-être te poser une question. Je crois qu'il y a pas mal d'élèves de la FEMIS qui sont là. Qu'est-ce que ça t'apporte, cette transmission, cet enseignement? Et comment est-ce qu'on enseigne l'art du décor? Il y a le chef qui est là. Non. Pour moi, je remercie Marc Nicolas parce que c'est vraiment une expérience formidable. J'ai toujours aimé transmettre et là, c'est vraiment une occasion formidable avec des élèves formidables. Et comment on fait? Ce que j'avais dit à Marc, c'est que je pouvais juste apporter mon expérience et qui je suis. Et je crois que c'est ça que j'essaye de leur donner. Et je peux dire que je prends énormément d'eux aussi, parce qu'ils me transmettent plein de choses, me font revisiter un peu mon métier aussi, me perfectionner, parce qu'ils réagissent d'une manière différente, ils sont d'une autre génération, et ça permet aussi de progresser énormément. Et je ne sais pas ce qu'ils en pensent, mais je trouve que c'est formidable pour moi et j'espère pour eux. Anthony, sur cette idée de la transmission comme ça de votre métier, vous voulez répondre aussi à cette question? Gosh. Well, I suppose every time you work on something, I learned a lot from the people I started with, and maybe perhaps they might learn a bit from me, I don't know. But having the experience when I started of working with some wonderful production designers, you hope a little bit of it rubs off. And I suppose, I don't think in England we already have those people today like we used to have, but it's... Il disait que donc, quand il a commencé, il a énormément appris des gens avec qui il travaillait. Il n'a aucune idée si lui, il a donné quelque chose en échange à ses mentors de l'époque. Il disait qu'aujourd'hui, il y a peut-être moins de grandes figures comme les personnes dont il lui a appris. But I suppose each generation has its own people, and it's good that they can try and pass it on. They try and pass it on, and it's wonderful when you're working to see young people starting who you know will come up to that sort of position and do that sort of marvelous work and so on. So it's always going on the whole time, which is one of the nice things about the business. Donc il pense qu'évidemment chaque génération a ses figures de toute façon, et qu'une chose qu'il aime beaucoup, c'est de voir les jeunes qui arrivent et dont il se dit que ces personnes-là vont monter à travers les rangs et arriver eux aussi peut-être à être des mentors et transmettre à leur tour, et que c'est comme une chaîne, et que voilà, il est très content de cela. That's about it, I think. Et c'est ce qu'il a essayé de faire, et voilà. Moi, je voulais dire aux élèves de la FEMIS que j'ai appris énormément avec Anthony, juste en le regardant travailler, et avec Rick Carter aussi, qui est un autre de mes mentors, et juste la chance d'avoir pu travailler avec des décorateurs de cette envergure m'a fait énormément progresser, et je crois que je suis arrivée là grâce à eux, et j'aimerais essayer de transmettre ce qu'ils m'ont transmis aux élèves de la FEMIS pour qu'ils sortent de l'école avec une boîte à outils comme celle que j'ai, et qu'ils arrivent à faire de jolis films comme ils ont envie de les faire. Being in France, I'd just like to say, when I was about 17, going to art school, I had a book called Designing the Films, and they had the drawings of Alexander Trauner for Les Enfants du Paradis. They showed the sketch and then the photo of the set, and I thought that's a fantastic thing to be able to do, and that inspired me. So I'd like to just pay tribute to Alexander Trauner tonight, if I could, because he did marvelous work. Donc, comme on est en France, il voulait rendre hommage à Alexandre Trauner. Il disait que quand il avait 17 ans, en école d'art, il avait un livre de Trauner sur les enfants du paradis, sur lequel il y avait les dessins sur une page et les photos du décor sur l'autre page. Et que c'est des outils comme ça l'ont beaucoup aidé. Et voilà, il voulait lui rendre hommage aujourd'hui.
peut-être quelques questions. On a encore quelques minutes dans la salle. Impressionné. Allez. Allez, lancez l'élève de la FEMIS. Vous avez des grands maîtres là, profitez-en. Bon. Bon, bah écoutez, pas de questions. Il y a juste. Je vais rajouter une chose, parce que c'est pas moi qui le dis, hein, c'est une traduction de quelque chose qui a été dit tout à l'heure pendant que vous parliez. Pendant que monsieur à gauche parlait de la débrouillardise française, etc. Et Dave disait que, par exemple, sur le film, la French Touch, c'était qu'il n'avait pas de grue et que vous avez été sur une colline, installer des chaises et des trucs pour faire une plongée. Un truc, parce qu'il y avait une colline un petit peu coupée, quoi, presque une petite falaise, un truc comme ça, et que donc, bon, comme elle n'a pas de grue, on va installer des trucs pour remplacer ça en se débrouillant, quoi. Donc, ils disaient effectivement, la débrouillardise est aussi dans la French Touch. Oui, depuis Abel Gance, on sait se débrouiller sur les tournages en France. Oui. Le système D en France, mais en Inde, c'est pareil, parce que moi, j'ai eu un département déco. Vraiment, ils m'ont épaté parce qu'on a fait tous ces décors avec des bouts de ficelle et vraiment des ateliers. Je crois que mon équipe construction en France n'irait même pas travailler là, sous un arbre avec des fils qui traînaient dans l'eau. Enfin bon, mais on a fait, ils ont été incroyables, quoi. Donc en Inde, c'est bien aussi le système D. Moi, je voudrais juste ajouter quelque chose par rapport notamment à l'enquête qu'on a menée auprès de 1200 techniciens cette année sur la question de la French Touch, décidément. Il y a quelque chose qui ressort quand même, c'est la curiosité et la cinéphilie des techniciens. Alors, peut-être une réaction de Dave Benegal, juste comme réalisateur, sur ces espèces de techniciens artistes qui finalement vous apportent quelque chose. So she's saying they did a big survey, Industrie du Cinéma, and one thing that came out is that the French technicians are not only technicians, but they're very simple and like to see movies and they're knowledgeable about film. So she wanted a reaction. How do you feel about that with the French technicians you had? Well, that's one of the many things that I liked. It was about being able to share different movies. Photography, I'm very passionate about photography. So about sharing the photographers whose works I am inspired by and I like. And typically before I start a movie, there's a few of them whose works I kind of focus in on as inspiration. Donc une des nombreuses choses qu'il a aimé en travaillant avec des techniciens français, c'est effectivement cette culture et le fait qu'on peut échanger sur des choses de culture et par exemple des films références qu'on partage. Il disait que pour lui, la photographie est très importante et qu'il pouvait parler aussi de grands photographes et qu'ils avaient ces références en commun. So there was this sharing of cinema, the history of cinema, of photography, but also the openness to travel, to just go out to some of the most incredible locations ourselves, just the three of us and maybe one or two other people, and see it with our own eyes. And that was very important for me, for them to listen to the sounds of that landscape and let that inspire us in the way we wanted to see the movie, the colors, the light. For me, that's very important. And because of all of that, I could also be very, very, what I also loved working with them is that you'll see, for example, the boards that Anne has done here, and was also the ability to really, really go very specific into the technicalities of this, which is something that I particularly love. I'll stop and then continue. Donc il disait qu'une chose
qui était très très bien, c'était ce partage, effectivement, le fait qu'effectivement les techniciens avec qui il travaillait étaient cultivés et qui donc ils pouvaient échanger avec eux et se faire comprendre par cette culture en commun, cinéma et photo, mais aussi que ces Français étaient très ouverts à la découverte et à voyager, à aller dans des lieux reculés, parfois difficiles d'accès, pour simplement s'imprégner des choses, des couleurs, de la nature, enfin de l'Inde. Et qu'il y avait ces deux choses qui ont contribué à ce que lui puisse leur expliquer ce qu'il voulait et que ça vienne de façon assez naturelle. Et l'autre chose, c'est qu'il trouve que ce sont en même temps de très bons techniciens extrêmement pointus ou pointilleux. Et il disait par exemple, il y a ici, vous pouvez voir tous les dessins et les montages photos, j'imagine, de Anne. Voilà, les moodboards. And I think that the passion for cinema and this love for movies is very, very important in the way this movie that you're going to see came about, because I'm sort of stubborn and insistent on using film and finishing my film photochemically, because I feel that there's a way that the human brain interprets images, and it's sort of, there's an affinity to the photochemical, the way the silver halide catches light and then disperses it on screen. And that's something I could also discuss with Michel and with Anne and say that, look, I want to do this on film, I want to do this with anamorphic, in an anamorphic ratio. Michel found these amazing handmade lenses for Vittorio Storaro, which were lying in a box somewhere in Paris, and they were really old. But the minute I heard that, I said, that's what we want to work with. Sorry. Donc ils disent le fait que ce soit des passionnés de cinéma l'a beaucoup aidé, à la fois de bons techniciens et de passionnés de cinéma, et que ce sont des gens aussi qui, comme lui, aiment le film. Il disait que, donc Dave dit qu'il voulait absolument faire son film son long métrage sur film, sur pellicule, sur émulsion, parce qu'il pense que le cerveau humain enregistre les images faites sur film d'une autre manière, et qu'il voulait que tout soit anamorphique, pas de digital donc. Et que ça, ce sont des choses, par exemple, il pouvait parler avec Michel de films références, de couleurs références, de choses comme ça, et que Michel a trouvé une boîte d'objectifs particuliers, j'ai l'impression, qui avaient servi pour Storaro, Vincent Storaro, qui était dans une boîte, un carton quelque part à Paris. So, today if you go and tell somebody you want to make a movie and you want to use film, they'd either think you're way too old, you're old-fashioned, you're dying, you're dead, or you're crazy. But I prefer the crazy side of it, and I like the fact that none of these two thought that there was anything wrong in doing that, and they said, yes, let's do it that way. Aujourd'hui, si quelqu'un dit, voilà, je voudrais faire mon long métrage sur pellicule, en film, la réaction des gens, c'est de se dire, bon, il est vieux, il est en train de mourir, ou il est peut-être même déjà mort, ou il est complètement taré. Bon, il dit, je préfère la version je suis taré, mais il dit, il a été très surpris et heureux que les deux si présents qui ont travaillé avec lui n'ont pas mal réagi du tout et ont complètement compris qu'il voulait faire ça sur pellicule. So it all sort of boils down to this love for cinema, and it's that's what it is for me. It's not a technical issue, a decision. It's not a budgetary or a finance decision. None of that sort of thing. And it's not even nostalgia, but it's really about what movies are. And that's what I loved sharing with the two of them. Pour lui, donc, évidemment, il y a le côté technique, le côté budget, mais c'est pas ça qui est le plus important. Pour lui, c'est l'amour du cinéma qui est le plus important. Pas d'un point de vue nostalgique, mais vraiment juste une passion pour le cinéma. Et qu'il partageait ça avec les deux, et que c'est aussi pour ça qu'il était heureux de travailler avec eux. Thank you. Merci. Eh bien, merci à vous tous de cet hommage à Anne, qui est bien vivante. Voilà.
Donc, ce que je vous propose, c'est un break d'une demi-heure. Vous pouvez découvrir le travail de Anne sur ces boards, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Donc, et tout à la fois, il y a des photographies de Dave Benegal qui vont être projetées. Et on reprend les festivités à 8h. Voilà.